On se retrouve pour une vidéo. Je dois vous avouer que je suis assez stressée de tourner de cette vidéo parce que je ne vais pas parler de moi. Enfin, je ne vais pas parler que de moi. Et oui, vous savez, je suis très égocentrée comme Nana. Je vais vous parler du parcours bypass chirurgie bariatrique d'un ami que j'ai rencontré il y a quelques mois sur les réseaux et on est devenus amis, voilà. Et en discutant de ce qui lui est arrivé, on a convenu qu'il serait bien, et à sa demande, qu'il serait bien que j'en parle sur ma chaîne, qu'elle était un bon canal en fait pour aborder aussi les parcours qui se passent pas bien, qui se compliquent, qui sont pas la majorité, loin de là, et heureusement, il y a un très faible pourcentage d'opérations bariatriques qui se déroulent mal. De mon côté, si on veut un comparatif, et pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne et qui tombent sur cette vidéo, je vais faire une petite synthèse de comment moi s'est passé mon parcours de chirurgie bariatrique. J'ai été opérée il y a 2 ans et 3 mois d'un bypass gastrique, c'est une réduction de l'estomac et une dérivation de l'intestin pour permettre aux patients de moins manger, de beaucoup moins manger et de perdre énormément de poids en quand même très peu de temps, mine de rien, et de le sortir de l'obésité extrême. Voilà, le but d'une chirurgie bariatrique, que ce soit le bypass gastrique ou la sleeve. J'ai été opérée dans le public à Créteil. Mon parcours pré-op s'est dans l'ensemble bien passé. Mon parcours post-op s'est dans l'ensemble bien passé. Je n'ai pas eu de complications médicales. Donc j'ai perdu 60 kg. Je suis passée de 124,7 kg à environ 64 kg. Je stabilise mon poids depuis mes 8 mois post-op. Je vis normalement, je fais de l'activité physique, je mange toujours dans des petites assiettes qui sont maintenant plus ou moins remplies, des fois bien remplies, des fois non, ça dépend de mon appétit. Je suis toujours suivie psychologiquement parce que je trouve que c'est important pour moi et j'en ai besoin pour mon mieux-être, pour mon équilibre psychique et pour la réussite de mon opération et bien au-delà de mon opération, de ma vie en général. Je suis suivie toujours par l'hôpital, j'ai des coups de fil, en fait, je ne me déplace plus à l'hôpital parce que je n'en ai pas le temps avec mon travail et j'estime que je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de me déplacer à l'hôpital et d'avoir un rendez-vous en physique avec la nutritionniste ou la diététicienne ou même le chirurgien. Si un jour j'éprouve des difficultés, sans problème, je me déplacerai, je ferai ce qu'il faut. Vraiment, pour l'instant, j'ai des rendez-vous téléphoniques médicaux avec donc la nutritionniste et la diététicienne. Voilà, en gros. Et je me sens très bien. Je me remercie d'avoir pris cette décision il y a plus de 3 ans. Voilà. Vous retrouverez d'ailleurs, hein, je vous mets dans le petit là ou là, vous retrouvez toutes mes vidéos concernant le parcours pré-op et le parcours post-op, avec aussi mon Instagram que je vous mets là, ou en barre d'infos, je sais plus ce que je fais en général, oui, je sais plus. Bon bref, sur Instagram, je porte le même, comment dire, le même nom que ma chaîne, le bypass est passé par moi, vous me trouverez sur Instagram, où là je partage mes plats, en fait, mes assiettes que je poste quasiment tous les jours. Donc vous avez des exemples d'assiettes équilibrées, pour la plupart, parfois très gourmandes. Je vais maintenant vous conter l'histoire de mon ami Clément, et qui s'est fait opérer d'un bypass. Clément a choisi de se faire opérer dans le privé pour avoir un parcours plus court que le mien. Clément a choisi donc ce système-là. Il y a des cliniques et des hôpitaux privés qui le proposent.
Je ne sais pas comment ils font parce que on va dire que la législation, pas la législation, mais les règles en France pour pouvoir se faire opérer d'une chirurgie bariatrique, logiquement, il faut un temps, je crois, qui ne doit pas être moins de 6 mois de parcours, je crois, hein, 6 mois de parcours pré-op, je pense. Je crois que c'est ça. Il faut un laps de temps de 4 à 6 mois, je crois. Hein. Je ne suis pas sûre, peut-être à vérifier, mais détrompez-moi si vous avez l'info. Il n'y a pas de souci, vous mettez en commentaire. Je ne suis pas la bible du bypass ou de la chirurgie bariatrique. Je suis comme vous, en fait. J'essaie d'en connaître davantage, mais là, j'ai pas l'info et j'ai pas pensé à la chercher. Donc si vous avez l'info, je veux bien l'info. Tout ça pour vous dire que Clément a eu vraiment un parcours très très rapide. C'est-à-dire que il a eu un mois et demi de laps de temps entre ses rendez-vous, ses examens et son opération. Allez, on va dire 2 mois pour être large, on va dire. On peut dire qu'il n'a pas eu de parcours pré-op. Et je trouve ça grave. Grave de la part de services d'hôpitaux et de cliniques de proposer des packages comme ça rapides de chirurgie bariatrique. Faut savoir que dans d'autres pays ça se fait aussi, hein, notamment au Brésil, aux États-Unis, dans pas mal de pays, hein, on peut dans les pays du Maghreb aussi, en Tunisie, on peut se faire opérer très très rapidement. Et d'ailleurs, j'ai fait la connaissance de Clément suite à une publication que j'avais faite sur Instagram sur une clinique en Tunisie ou au Maroc qui proposait voilà, tout un package tout un package d'opérations bypass avec pas de parcours. Même il y avait quasiment visite de la ville compris dans le forfait opération bypass. Ça m'avait sidéré et j'avais dit mais où on va quoi? Où on va avec ces opérations qui sont quand même importantes, qui c'est pas anodin quoi de se faire opérer de l'estomac, de se faire réduire l'estomac. Ça reste des opérations très invasives qui peuvent mal se passer, qui ont une importance dans nos vies en fait. Ça a une grande importance dans nos vies, c'est un nouveau chapitre, c'est un changement de vie et je pense que on a besoin de ce fameux parcours pré-op. On a besoin de cette maturité, de cette maturation, pas de cette maturité quoique, de cette maturation pour que des choses s'enclenchent psychologiquement, dans notre corps, dans notre fonctionnement, dans nos vies. Ça se fait pas que... Ce n'est pas un programme TV, ce n'est pas un forfait téléphone, ce n'est pas une palette de maquillage, ce n'est pas des box qu'on reçoit chez soi. C'est notre corps, c'est notre vie. On vous endort complètement, on fait une anesthésie générale. C'est pas anodin quand même. On subit logiquement on subit des examens assez douloureux, qui peuvent être assez douloureux, qui vous chamboulent un peu. Donc il faut prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, ça passe par ce parcours pré-op que je trouve essentiel et qui devrait être obligatoire dans tous les pays du monde. Voilà, je le dis comme je le pense, et vous le savez quoi, sur ma chaîne, je l'ai déjà dit et je le redirai longtemps. Tant que je fais des vidéos, vous l'entendrez de toute façon. Donc le parcours pré-op de Clément, c'est résumé à un rendez-vous diète, un rendez-vous psy, un rendez-vous chirurgien et une fibroscopie. Voilà. Qui se sont déroulés sur 2 jours, je crois, ou 3 jours, je crois. Ouais, sur 3 jours. C'est noté, j'ai pris des notes. Le jour de l'opération est arrivé. 1 heure avait été convenue, on lui avait dit de venir à telle heure, je crois, l'après-midi. Et tôt le matin, la clinique l'a appelé
parce que, en fait, il se faisait opérer le matin, et qu'il fallait absolument qu'il vienne, vite, 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 parce qu'il se faisait opérer dans les premiers, il était le premier, dans les premiers patients, il fallait vite, 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 vite qu'il vienne pour se faire opérer. Donc il a été tiré du lit, très tôt. Imaginez, dans l'état émotionnel et d'inquiétude et de stress de la personne qui reçoit un coup de fil comme ça, tôt le matin, pour, au final, que son opération soit avancée de quelques heures. Quand il est arrivé voilà, à la clinique, à l'hôpital, on lui a dit, il a été accueilli comme un chien dans un jeu de quilles. Les personnes étaient quasiment pas au courant voilà, de sa venue. Au final, en tapant un peu du poing sur la table, la personne a compris que oui, il se faisait bien opérer d'un bypass ce jour-là. C'est pour vous dire l'ambiance et pour vous dire que ça commençait assez mal. On l'emmène donc dans une chambre, dans une pièce, on lui dit bah voilà, préparez-vous, c'est limite, on lui balance la blouse pour qu'il se déshabille, et on lui signifie qu'il doit se doucher à la bétadine ou je sais pas quoi, à la bétadine entièrement, et qu'il doit se préparer, etc. Et se raser. Chose qu'on ne lui avait pas dit. Il devait se raser tout le ventre, etc. et tout le pubis, etc. Votre opération est avancée, donc vous arrivez précipitamment en demi-sommeil, stressé, etc. dans l'hôpital. On vous accueille comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Vous arrivez, vous n'êtes pas accueilli, vous n'avez pas de bienveillance. On vous traite comme au guichet de la sécurité sociale ou je sais quel guichet d'administration, des impôts par exemple, en ne vous aiguillant pas, en ne vous disant pas « Ah ben oui monsieur, vous êtes prévu, tatati tatata, excusez-nous pour avoir précipité l'opération, de nous être trompés dans l'heure, etc. tatati tatata ». Non, rien de tout ça. On vous balance dans une pièce en vous disant mettez la blouse, mais avant vous vous rasez tout le ventre, tout le torse, et vous vous lavez à la bétadine, voilà, et on vient vous chercher, ah oui, et on vient vous chercher en vous engueulant parce que vous avez mis un peu de bétadine sur l'évier. Bref, je résumerai ça en où est le respect, quoi. Où est le respect du patient, où est l'accueil, où est la bienveillance. Je ne comprends pas que des personnes, ce genre de personnes aient encore un boulot et travaillent dans un hôpital, qui soit public ou privé. Ça, on s'en fout en fait. Quand tu travailles dans le médical, quand tu travailles, tu fais ton... Je vais pas dire ton maximum, parce que tu fais aussi avec ton ambiance de travail, avec combien t'es payé, avec ceci. Mais empathie, quoi. De l'empathie. Voilà. Juste de l'empathie. C'est tout. Et de la patience, et tu prends en compte le patient. C'est fou. C'est fou. Et attendez, c'est pas fini. Il arrive, donc il est descendu au bloc. Il arrive au bloc, les portes du bloc sont ouvertes, et il s'aperçoit que le bloc opératoire n'est pas nettoyé du tout. Donc je vous laisse imaginer un bloc opératoire où se passent des chirurgies bariatriques les unes après les autres. Ben voilà, c'est un bloc opératoire, quoi. Donc on fait pas du tricot, on fait pas de la couture, on découpe, on recoue, on machin, on truc, on éponge, etc., etc. Il y a des liquides, tatati tatata. Je vous laisse imaginer. Mon pote voit ça, les portes ouvertes, voilà. Super. Il est accueilli quand même, par le chirurgien, qui est normal, etc. L'accueil est plutôt normal. Il va sur la table d'opération. Là, l'anesthésiste arrive. L'équipe chirurgicale, vraiment très très froide. Pas communicante du tout, on le rassure pas, on lui explique pas ce qu'on lui fait, contrairement à moi où j'ai été accueillie, mais l'équipe chirurgicale était au top du top de bienveillance, de gentillesse et d'explication.
J'ai eu toutes les explications, on a discuté avant qu'il m'endorme, on m'a expliqué ce qu'on allait me faire, on m'a même proposé de partir avec moi en sommeil et d'imaginer une image de paysages qui allaient me détendre, etc. Bref, Clément n'a pas eu tout ça, du tout ça. Et voilà. Donc j'imagine la détresse en fait et le stress qu'il a dû ressentir à ce moment-là, au moment de l'endormissement. Et la tension corporelle qui a dû se faire à ce moment-là. Je vous laisse imaginer, vous qui l'avez vécu, je vous laisse imaginer les émotions qui ont dû le traverser à ce moment-là. Au moment de s'endormir. C'est quand même un moment très important, je trouve. Il se réveille. Le monte en chambre, comme on dit, et quelques temps après que la morphine, tout ça ait fait effet, les douleurs peuvent arriver. À chaque fois, je vais comparer moi, mon expérience et son expérience à lui. Je pense que c'est plus probant en fait. Moi, de mon côté, je n'ai pas souffert, je vous l'ai toujours dit, je n'ai pas eu de douleur à proprement parler. J'ai eu des fortes nausées et des bouffées de chaleur et un peu mal au dos en fait. Quand la morphine, quand je me suis bien réveillée et que la morphine ne faisait plus effet, j'ai juste une nausée machin. Clément, lui, a eu des fortes douleurs, des très très fortes douleurs. Donc il a appelé les infirmières qui sont venues quasiment une demi-heure après ses appels. Il était niveau douleur à un stade très très avancé. Il n'était pas écouté, on ne le traitait pas bien, pas avec bienveillance, pas avec empathie. C'est limite si on se foutait pas de lui. C'est hallucinant. Moi, quand il m'a raconté ça, je ne savais que lui répondre. Je ne savais pas quoi lui répondre. Et moi, quand je disais aux infirmières ou aux aides-soignantes, j'ai mal, enfin pas j'ai mal, mais je me sens pas bien, par exemple l'Acupan, qui est un dérivé de la morphine et qui est très mal toléré par pas mal de patients, c'était l'Acupan qui me donnait ces nausées et ces bouffées de chaleur et cette espèce de nausée permanente. Dès que je l'ai dit à l'infirmière, elle me l'a stoppé. Elle me l'a stoppé direct et elle est venue 10 minutes après que je l'ai appelée. Même pas 5 minutes, je crois. Et ils étaient super bienveillants, ils étaient là, quoi. À part une, oui, il y a toujours, vous savez, cette infirmière ou cette aide-soignante. Il y a toujours cette infirmière un peu relou, vous savez, un peu sombre. Et elle est souvent de nuit, cette infirmière. Et elle est là, elle est pas là, elle est là, elle est pas là. Et elle est là pour vous en faire baver. Il y en a toujours une, vous savez, qui est un peu bizarre, un peu méchante. Il y en aura toujours une dans tous les services. Bah, je l'ai eue, celle-là, moi aussi. Et oui, en effet, elle nous fait attendre, celle-ci. Parce qu'elle dit, bah, oh, j'ai pas que ça à foutre. Mais lui, Clément, il en a eu 12 000 comme ça. Quand on n'avait rien à foutre de lui, de son bien-être, de son mieux-être, et surtout de gérer la douleur. Moi, on a hyper bien géré la douleur. À chaque fois, on me demandait de l'échelle de 0 à 10, vous êtes à combien? Comment vous vous sentez? Mais vraiment, là, non. Quelques-unes peut-être. Peut-être que je schématise un peu et je globalise un peu. Peut-être quelques-unes lui ont demandé, mais c'était très très peu en fait. Et surtout, il était trop tard. Il était trop tard parce qu'on sait, quand la douleur s'installe, pour la faire partir, c'est très difficile après. Prise en charge de la douleur, de très très forte douleur, prise en charge très tardive, malgré les appels à répétition de Clément. Et l'aide, quand on lui a apporté l'aide médicamenteuse pour soulager ses douleurs, elle n'était pas assez forte, elle n'était pas adaptée, elle était sous-évaluée. Donc il avait toujours mal. Et il s'est avéré que il avait une infection et une autre pathologie qui faisait qu'il avait très mal. Et pour découvrir ça, il a fallu qu'il se fâche, que sa femme se fâche, qu'il appelle le chirurgien sur son portable. Non mais on va où, quoi? On va où? Franchement,
franchement, de traiter les humains comme ça, on va où? Enfin, vraiment, du coup, après ces multiples demandes pour soulager ses douleurs et l'ambiance non bienveillante qui régnait et la prise en charge qui était vraiment nulle dans cette clinique privée, Clément a préféré rentrer chez lui et faire appel à un infirmier libéral, mais qui a aussi apporté son lot de complications, parce que eh bien, il n'était pas entouré d'une équipe pluridisciplinaire, tout simplement. Il n'avait pas tout ce qu'il fallait médicalement parlant pour l'ausculter, on sait bien, un infirmier libéral, il n'a pas toutes les compétences d'un médecin. Il a beaucoup de compétences, vraiment, pour accompagner les gens, pour soigner les gens, mais le médecin en a des complémentaires par rapport à lui, quoi. Donc, ce qui lui a valu d'autres complications, en fait. Il a eu d'autres complications. Et il avait toujours ses douleurs. Ses douleurs. Il s'est aperçu que d'une part, il avait mal aux jambes, qu'il avait très très mal au dos, extrêmement mal au dos. Donc on lui a dit que c'était, vous savez, les gaz et tout ça. Moi aussi, j'ai eu mal au dos. Mais ça s'est vite résorbé, mais il y a des personnes en effet qui souffrent beaucoup du dos parce que les gaz en fait qui sont mis dans le ventre pour que le ventre soit gonflé s'évacuent par toutes les interstices intercostaux et tout ça, ici en fait, et au niveau du dos. Donc ça s'en va par là et ça fait mal en fait, ça fait mal au dos et là. Et donc Clément n'arrêtait pas de dire mais j'ai très mal au dos, j'ai mal aux jambes, et quand est venu le moment où il a voulu remarcher, eh bien il se cassait la figure. Il n'arrivait pas à marcher, il n'arrivait pas à tenir sur ses jambes. Donc dans un premier temps on lui a dit que c'était la fatigue, que vu qu'il avait quasiment pas mangé, quasiment pas mangé, il manquait de force, que c'était le contre-coup de l'opération, que c'était psychologique, etc. Et en fait, à force d'insister et à force de dire mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je sens que aidez-moi, il s'est avéré qu'après examen, lors de l'opération, il y a un nerf donc des membres inférieurs qui a été touché, qui a été broyé, et ça fortement, il a été fortement abîmé. La pathologie exacte, c'est une méralgie parasthésique dont souffre Clément. Ça provoque vraiment, je vais vraiment insister là-dessus, ça provoque vraiment des douleurs très 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 intenses, très fortes. Et c'est vrai que pour Clément, comme pour son entourage, c'est très très compliqué à vivre. Il a des enfants qui sont jeunes, et de voir leur père souffrir le martyre, c'est pas évident, pour son épouse non plus, et pour lui avant tout. Ça le rend tributaire des autres. Il y a un fort manque d'autonomie, il y a une perte d'autonomie qui est peut-être ponctuelle, parce que je mets des guillemets partout, parce que on ne sait pas à l'heure actuelle si cette pathologie va pouvoir se résorber, si on peut appeler ça comme ça. Excusez-moi, moi je suis pas médecin, donc je fais avec les termes que je connais. Est-ce que cette pathologie va se résorber au fur et à mesure des mois? Je le souhaite très vivement, et c'est ce que je dis à Clément tout le temps. Je lui dis, là à l'instant T, tu es comme ça, tu souffres, ça ne va pas durer dans le temps. Très certainement dans quelques mois tu auras moins mal, peut-être qu'il va y avoir des solutions médicales, etc. Mais en effet, donc il a des antidouleurs très très à forte dose et très addictifs pour soulager ses douleurs.
Et il a, voilà, il a un traitement, il a des traitements à prendre voilà, pour ses engourdissements, pour tout ce qu'il ressent en fait. Hein. Clément n'arrive pas à rester debout plus de 15 minutes. Allez, 20 minutes si il prend sur lui au niveau douleur, au niveau picotement, au niveau engourdissement. Je vous cache pas que son moral est plutôt en berne et que ça fait quelques mois qu'il s'est fait opérer et que niveau moral c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il ne sait pas comment va évoluer cette pathologie. J'ai lu que il y avait des traitements à base de corticoïdes, des injections de corticoïdes donc dans les jambes. Et aussi, on pouvait avoir recours à des opérations, mais je ne sais pas, des opérations chirurgicales, mais je ne sais pas quel est le type d'opération. Ça, je ne sais pas. Eh bien, là, c'est un parcours assez différent du mien, voire très différent du mien. Et l'on voit au fur et à mesure du cheminement que tout a été fait à la va-vite en fait, et tout a été, je trouve, traité par-dessus la jambe. Je trouve ça fort malveillant en fait. Fort malveillant et très grave de traiter des humains comme Clément a été traité. Que ce soit dans le privé, dans le public, la médecine se doit d'avoir de l'empathie pour les personnes qu'elle soigne, qu'elle opère. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. J'ajouterais que je sais qu'il y a des personnes qui font des parcours très rapides, très courts, des parcours de 4 mois, j'en connais, dont l'opération s'est faite sans problème, ils ont été bien accompagnés. Je ne dis pas que toutes les opérations qui se déroulent très très vite, sans parcours pré-op ou quasi pas, ou très 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 court, je ne dis pas que toutes ces opérations sont catastrophiques et que les hôpitaux ou les cliniques privées font du sale boulot. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que écoutez-vous et prenez soin de vous en fait. Et prendre soin de soi, c'est souvent prendre son temps. Le temps peut être un allié très, très chouette et il peut vous apporter beaucoup. En revanche, si on précipite les choses, peut-être qu'il y a plus de risques. C'est possible. Mais peut-être pas. Voilà, c'est pas tout blanc ou tout noir. Moi, c'est mon... Comment dire ? C'est ma façon de voir les choses. Peut-être que vous en aurez une autre. Dites-le moi en commentaire. Je ne suis pas là pour dire attention, les petits parcours, c'est de la merde, tatati. Non, mon propos n'est pas là. Mon propos, c'est d'être honnête avec soi-même. Et que de se précipiter ne garantit pas la sérénité et la réussite d'une opération. Il y a des parcours longs comme le mien et des opérations qui ont suivi qui, pareil, se passent mal. Très certainement. Très certainement. Moi, j'ai pas eu d'écho par rapport à ça. Donc, je peux pas vous dire. Mais dites-moi en commentaire si vous connaissez des personnes dont les opérations se sont mal déroulées ou qu'ils ont été mal accueillis ou il y a eu une erreur médicale, parce que là, c'est ce qui s'est passé. Hein. Clément a subi une erreur médicale. Il y a un geste intrusif, un geste qui l'a blessé, qui a blessé ce nerf, et maintenant il en subit les conséquences. C'est comme par exemple, je vais illustrer mon propos, les personnes qui me disent, ou que je lis par exemple, oui, le psy ou la psy a refusé mon opération.
dit que je ne suis pas prêt, dit que... etc. Alors moi, si ça m'était arrivé, je l'aurais très mal vécu, bien sûr. Enfin, mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas opéré. En fait, ça veut peut-être juste dire, et juste n'est pas réducteur, qu'il faut, il faut travailler des choses dans votre vie, des choses dans votre psychologiquement parlant, physiquement, ou au niveau de votre alimentation. Il faut peut-être voilà, travailler des choses, faire évoluer des façons de faire. C'est pour ça que je dis que l'opération bariatrique, c'est pas juste pouvoir de passer de la taille, de la taille 54 à la taille 38. Ceux qui vous vendent ça, c'est pas vos amis. C'est pas des bons médecins, c'est pas des bonnes cliniques, c'est pas des bons hôpitaux. C'est vraiment pas bon. Ils veulent juste le fric. Votre fric. Ou le fric de la sécu. C'est du commerce. Il y a tout un commerce de la chirurgie bariatrique en France et encore plus à l'étranger, qui fait que ça ne prend pas en compte le bien-être au final du patient. Et ce commerce-là me met en colère. Me met en colère parce qu'on joue avec la vie des gens. Pas forcément, je parle pas de mort ou d'erreurs médicales comme en souffre Clément. Je parle pas que de ça. Je parle pas de vie ou de mort. Je parle du confort de vie après et de la réussite de ces opérations. Je le dis tout le temps, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Et il y a Capso sur Instagram. Je vous mets sa chaîne ici ou alors en barre d'infos. Son compte Instagram. Elle en parle très très bien, oui, que c'est facile pour nous qui sommes opérés depuis plusieurs années. De dire oui, alors là, elle ne devrait pas se faire opérer, ou alors oui, c'est pas un bon parcours, ou alors il n'y a pas assez de parcours. C'est facile, on y est passé, nous. Ça y est, on c'est derrière nous, machin. Oui, mais enfin, entre dire ça et puis nous, ce qu'on a vécu, on a quand même un, comment dire, on a appris de nous. On a appris de nous et on a mis plein de choses en place pour que ces parcours, pour que ces opérations soient pérennes dans le temps, que les résultats soient pérennes. Et que justement, ce ne soit pas que de passer une taille 54 à la taille 38. C'est pas ça. C'est retrouver de la mobilité. Retrouver la santé. C'est ça qui devrait être le premier pilier, le premier point de la chirurgie bariatrique. Et on devrait interdire, et ça j'assume mes propos, on devrait interdire toutes les opérations dont les parcours n'ont pas été complets et n'ont pas respecté un laps de temps réel. Réel, parce qu'il y a pas mal de chirurgiens et pas mal de cliniques du coup qui antidatent enfin c'est pas possible autrement. Comment voulez-vous que par exemple mon pote n'ait pas eu de parcours? C'est bien qu'à un moment donné il y a des choses qui sont falsifiées, quoi, et j'en connais d'autres. Donc et ça, c'est mettre en danger les gens. On met notre vie quand même dans les mains soi-disant professionnelles. Alors s'ils font n'importe quoi, franchement, ça mine de quoi? Enfin, c'est pour qu'on soit mieux dans nos vies, au niveau de la santé, au niveau de la mobilité. Alors si c'est pour faire tout l'effet inverse... Alors certes, donc je terminerai par ça, donc mon pote a perdu... je crois, il me semble, 60 kilos, ce qui est énorme, hein.
en très peu de temps, hein, 4 mois d'opération. Donc sur ça, il est plutôt satisfait, mais il perd très très vite. Il perd très très vite. Je dois dire, j'ai vu des photos. C'est assez hallucinant parce que musculairement parlant, eh ben les hommes, je peux vous dire que les hommes ont de la chance par rapport à nous, ne sont pas à la même ancienne que nous les femmes. Hein. Ça c'est véridique. Hein. À comparer, moi j'ai la peau qui pend et Clément n'a pas du tout la peau qui pend. Enfin, de ce que j'ai vu en tout cas, et 60 kilos après, franchement, c'est assez hallucinant. Je crois qu'il se muscle le haut du corps aussi, donc ça permet de maintenir une certaine tenue, même si ça fait pas tout le taf. Enfin, moi je croyais hein, que de se muscler, ça allait tenir tout. Bah non, moi il y a les hormones qui sont contre moi. Donc oui, il a perdu. Donc ça c'est plutôt positif. Après, est-ce qu'il perd trop vite? Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas apporter de jugement là-dessus. Après comment dire, il vit tout ce que vit un patient opéré d'un bypass les premiers temps. Voilà la petite quantité de nourriture, il a fait un dumping je crois l'autre jour, voilà donc on échange là-dessus aussi pas mal. Mais c'est vrai que pour tout vous avouer, parce que vous savez, j'ai du mal à ne pas dire les choses, j'ai été très démunie en fait quand Clément m'a raconté son histoire. Parce que quand il me parlait avant d'être opéré, il a regardé pas mal de mes vidéos avec sa femme. Et c'est vrai qu'on en discutait avant qu'il se fasse opérer. Et c'est vrai que du coup, peut-être que j'aurais dû, quand il me disait que oui, il avait quasiment pas de parcours et que très peu d'examens, etc. J'aurais peut-être dû lui dire encore plus. Je crois que je lui ai dit, je pense lui avoir dit, mais peut-être que j'aurais dû plus insister. Mais à l'époque, on se connaissait pas beaucoup. J'aurais dû insister pour lui dire, bah écoute, c'est pas sérieux, prends soin de toi, là tu prends pas soin de toi, et j'ai peur pour toi en fait, je suis inquiète pour toi, je te souhaite que ça se passe bien, je vous souhaite que ça se passe bien. Et alors je lui ai dit que moi ça avait été important, le laps de temps de 1 an et 3 mois. Je lui ai dit que pour moi c'était ma vision, il le sait de toute façon, vu qu'il a vu mes vidéos, il le savait. Mais peut-être que j'aurais dû peut-être un peu plus le bousculer et lui dire non mais prends ton temps. Mais est-ce que ça aurait changé quelque chose? Peut-être que s'il s'était fait opérer dans un hôpital public, peut-être que il aurait eu aussi une erreur médicale. Peut-être. On peut pas savoir ça, il y a une grande inconnue. Donc, je vais terminer cette vidéo parce que je pense qu'elle est très longue. En ayant une forte pensée pour mon pote, pour Clément, et que j'embrasse, voilà, et que j'embrasse ses proches aussi. Et je lui souhaite vivement de retrouver l'usage de ses jambes et ça et qu'il puisse marcher de longues minutes et de longues heures sans douleur, qu'il retrouve une mobilité normale. Je te le souhaite, Clément, vraiment vivement. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop floue et dispersée. Ouais, j'ai eu l'impression de me disperser, mais j'ai eu beaucoup de stress à tourner cette vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. Et prenez le temps pour vous. À très vite.